Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette table ronde dédiée à la prise en charge du postpartum, organisée par Magic Maman et Malo, l'application qui s'occupe du bien-être des jeunes parents et des jeunes enfants. Alors aujourd'hui, on va parler du postpartum. C'est un sujet qui nous tient à cœur. C'est cette période qui se situe juste après l'accouchement. Après la grossesse, bébé est là et c'est une période de bouleversement physique. Le corps est éprouvé par la grossesse, par l'accouchement, par la fatigue, les hormones, mais aussi psychologique. On devient parent, c'est compliqué, il faut trouver un nouvel équilibre en tant que mère, en tant que père, en tant que couple. Et on se rend compte que finalement, chaque parent s'est dit à un moment, mais pourquoi on ne m'avait pas dit que c'était si difficile les premiers mois ? Donc nous, on est là aujourd'hui pour tenter de vous donner des clés, pour mieux vous accompagner, pour sensibiliser sur le sujet, parce que malheureusement, c'est un sujet dont on parle encore peu. Le postpartum est encore tabou. On a l'impression quand on devient parent que c'est que du bonheur, qu'on doit être heureux. Pourtant, on peut être très heureux, mais très anxieux aussi à la fois. Et l'idée, c'est de mieux sensibiliser, mieux accompagner. Donc, pour parler de tout ça aujourd'hui avec moi, j'ai le plaisir d'avoir le docteur Agnès Guepner, qui est directrice médicale de Malo, Camille Davout, sage-femme, bonjour, et Lucille Cloarec, psychologue clinicienne en maternité. C'est ça, bonjour. Alors, merci à toutes d'être avec nous aujourd'hui pour parler de ce sujet si important. On va commencer, Dr Guepner, par tenter de définir ce qu'est le postpartum, parce que la définition, elle est très large. On ne sait pas vraiment si c'est juste après l'accouchement, si ça dure 3 mois, voire 3 ans. Donc, est-ce que vous pouvez nous aider à comprendre combien de temps il dure et les difficultés principales auxquelles sont confrontées les jeunes mamans? Alors, le postpartum, par définition, et vous l'avez dit, commence à l'instant même où le bébé est né. Alors, il y a une définition un petit peu médicale qui veut que le postpartum donc, commence à la naissance et se termine à peu près 6 semaines après. Ça, c'est une définition médicale et on estime qu'au bout de 6 semaines, bien, l'utérus a repris sa taille à peu près normale et que les bouleversements hormonaux, physiques liés à l'accouchement, eh bien, tout ça est à peu près terminé, à peu près. Mais il y a un postpartum bien plus large de définition. Alors, dans certaines cultures, notamment traditionnelles, on dit qu'il y a 40 jours. Dans d'autres cultures, c'est le mois d'or. Et c'est finalement cette espèce de parenthèse tout à fait particulière qui est une transition entre la femme enceinte, la femme, et la mère qu'elle est devenue. Et cette période-là, cette espèce d'enclave, est réservée à un cocooning où vraiment la mère et l'enfant font une dyade, sont extrêmement fusionnels. Et c'est aussi une prise de connaissance de cet enfant nouveau. On le rencontre pour la première fois, on l'a peut-être imaginé, mais on va devoir aujourd'hui se confronter avec l'enfant réel, ça n'est pas rien. Et on va aussi en profiter pour se rétablir, essayer de ménager quand même un peu de repos malgré effectivement un allaitement qui se met en place, un sommeil qui est haché menu parce que le bébé va se réveiller toutes les 2 ou 3 heures. C'est une période difficile. Et on va voir qu'on va essayer de chercher effectivement une nouvelle organisation, à la fois psychique et à la fois très matérielle, concrète, avec le coparent, avec éventuellement le reste de la famille, des enfants aînés. Il faut que chacun arrive à trouver sa place. Voilà. Donc c'est une période complexe, vous l'avez dit, plein de bouleversements, plein de petits, de grands bonheurs et encore heureux, et plein aussi de difficultés qui ne sont pas toujours évidentes à anticiper, mais on va s'en rendre compte réellement. Voilà. Oui, on n'est pas là pour dire que c'est terrible, on est là bien sûr pour rappeler que c'est un grand moment de bonheur, mais aussi pour que les parents ne culpabilisent pas de vivre ce moment parfois de manière pas aussi sereine et pas aussi idyllique qu'ils avaient pu l'imaginer, voilà, comme vous disiez. On a ce rêve et cette injonction qui est, ben voilà, t'as ton bébé, c'est un bonheur absolu, on est fou d'amour. Alors d'abord, c'est pas évident, on n'est pas forcément fou d'amour tout de suite, et puis voilà, c'est une adaptation, il va falloir mettre tout ça en place. Et en fait, ça dépend aussi, je pense, de chaque personne. Pour certaines personnes, ça se met en place en effet au bout de 30-40 jours, pour d'autres, ça peut durer beaucoup plus longtemps. D'autres, c'est instantané. Et au niveau justement de l'accompagnement,
En France, je pense qu'il y a encore des progrès à faire, c'est en train de se mettre en place, il y a des choses qui ont été faites, voilà, des nouvelles mesures. Camille, comment expliquer que les femmes sont très bien accompagnées pendant la grossesse, on est très suivies, on est très choyées, on a des rendez-vous tous les mois, on est très bien informés, mais très peu après l'accouchement finalement? Alors effectivement, comme vous le dites, pendant la grossesse, il y a un accompagnement de qualité qui est proposé aux femmes, qui repose sur 2 volets principaux. Il y a vraiment l'aspect purement médical avec les rendez-vous mensuels de suivi de grossesse, tous les examens qui en découlent, les 3 échographies, les prises de sang, le rendez-vous avec l'anesthésiste en fin de grossesse. Et puis il y a aussi tout un accompagnement qui est proposé aux femmes avec l'entretien prénatal précoce qui est recommandé à partir du 4e mois. Et puis souvent en découlent les 7 séances de préparation à la naissance. C'est l'accompagnement à la parentalité et la préparation à la naissance. Pour ce qui relève du postpartum, effectivement, les femmes ont tendance à se sentir assez délaissées, seules au retour à la maison. Et en réalité, en fait, il existe plein de choses. C'est vrai que les femmes ont la possibilité de faire venir à la maison des sages-femmes libérales qui peuvent venir au minimum 2 fois, dont la première consultation devrait être planifiée dans les 24 heures qui suivent le retour à la maison. Alors après, c'est vrai qu'il y a une vraie inégalité sur le territoire avec, je pense, des difficultés pour les femmes qui vivent à la campagne de trouver des sages-femmes qui se déplacent jusqu'à chez elles. Mais en tout cas, ça s'appelle le programme Prado, qui est un programme d'aide de retour à domicile pour les femmes. Donc c'est 2 visites qui suivent directement le retour à la maison. Et puis après, un peu plus à distance, 6 à 8 semaines après la naissance, il y a ce qu'on appelle la visite postnatale, qui peut être faite par une sage-femme, un gynécologue ou un médecin généraliste. Donc pour refaire un peu le point sur l'accouchement, ce qui s'est passé depuis l'accouchement jusqu'à ces 6-8 semaines. Et puis pour discuter, si ça n'est pas déjà le cas, la contraception et la rééducation du périnée. Et puis en plus de ça, il y a bien sûr les centres de PMI qui sont accessibles. Donc c'est les centres de protection maternelle et infantile. Donc ça dépend de chaque département. C'est des centres qui proposent des accompagnements jusqu'aux 6 ans de l'enfant. Donc c'est pris en charge par les départements, donc les familles n'ont pas de frais à avancer, donc ça c'est quand même une chance. Et puis il y a évidemment les suivis avec les pédiatres. La première consultation normalement est planifiée 2 semaines après la naissance. Voilà. Et puis sur demande, effectivement on peut être amené à consulter un psychologue en cas de dépression du postpartum, un ostéopathe ou la sage-femme de manière un peu plus intensive si jamais par exemple, le bébé perd du poids et qu'on a besoin d'avoir des consultations en plus. Et puis c'est vrai qu'avec la crise du Covid, il y a eu un boom de la télémédecine qui s'est franchement développé. Donc ça c'est quand même super pour les patientes qui ont des difficultés à trouver des sages-femmes pour venir à domicile. Donc tout ce qui est application de conseils en ligne ou téléconsultation. Donc en fait, en réalité, je pense qu'il existe plein de choses, mais que les femmes ne se saisissent pas de ce qui est possible. Voilà, maintenant, c'est... Elles sont peut-être pas forcément au courant. Bah exactement. Je pense que c'est là où on a un progrès à faire. C'est des visites obligatoires, donc on est dans un... Exactement. Mais après, comme vous dites, c'est possible, mais déjà, quand on vient d'accoucher, on n'est pas à même de faire des recherches et de se dire, mais il ne faut pas hésiter, en effet, quand même à... Exactement, c'est là ça existe. C'est là où je pense qu'on a un vrai progrès à faire, c'est dans la communication sur ce qui existe. Parce qu'il existe plein de choses. Alors après, il y a une réalité aussi, c'est qu'il y a un manque de personnel soignant et que les femmes ont beaucoup de difficultés à trouver des sages-femmes qui se déplacent à domicile. On exerce à Paris, c'est vrai qu'on a de la chance d'être nombreuses pour se déplacer à domicile des patientes et malgré tout, on n'arrive pas à répondre à toutes les demandes. Donc j'imagine que pour les patientes en ruralité, c'est clairement plus difficile de trouver de l'aide. Et je pense qu'en postpartum, les visites à domicile sont très très adaptées et c'est sans doute pas toujours possible. Donc il ne faut pas hésiter à demander de l'aide et pour améliorer l'accompagnement, il faudrait quoi? Plus de personnel et plus de communication sur ce qui existe. Oui, moi je pense plus de communication sur ce qui existe parce qu'il existe plein de choses. Donc vraiment discuter et informer les femmes sur ce qui existe. Je pense qu'il faudrait effectivement peut-être davantage de sages-femmes, mais ça c'est une réalité pour tous les personnels de santé. Et puis je pense qu'il y a un vrai rôle à jouer auprès des maternités qui devraient insister et surtout se soucier que les femmes qui quittent la maternité aient bien un rendez-vous de sage-femme planifié dans les jours à venir, même si ce n'est pas dans les 24 heures, ce qui est idéal, mais ce qui n'est pas toujours possible. En tout cas, qu'elles ont un contact de sage-femme qui se déplacera à domicile
Et puis si ce n'est pas le cas, au minimum, un rendez-vous avec la PMI, un rendez-vous de pédiatre qui est planifié, enfin voilà, même si ce n'est pas des consultations à domicile, mais qu'il y a un suivi qui est mis en place. Oui, donc ne pas hésiter aussi à aller à la PMI. On oublie parfois que... On oublie que les PMI sont accessibles. Et... Effectivement, c'est une vraie aide. Il y a aussi des maisons des 1000 premiers jours qui ont été mises en place par le gouvernement. Et suite à la commission des 1000 premiers jours dirigée par Boris Cyrulnik. Et en fait, en effet, on dit toujours qu'il faut tout un village pour élever un enfant. Et c'est vrai que nous, en France, c'est pas tout à fait ça, mais c'est un lieu, un petit peu comme les PMI, mais un lieu de rencontre entre parents où on peut échanger, et c'est comme ça aussi, c'est en parlant. Parce que... Bien sûr, effectivement, ça c'est des choses qui sont très riches pour les familles, parce que c'est en rencontrant d'autres parents qui rencontrent les mêmes difficultés qu'on se rend compte qu'on n'est pas seul, et puis on peut échanger un peu les bons plans. C'est vrai que c'est proposé dans ces nouvelles maisons, et puis il y a aussi beaucoup de maternités qui proposent des ateliers de parents, des cafés de maman, donc là voilà, il y a plein de choses, mais je pense qu'on n'est pas bon peut-être en communication, pas assez bon en communication, et qu'il faut que les informations arrivent jusqu'aux familles, parce qu'il existe quand même beaucoup de possibilités. Alors après, peut-être que les femmes ne sont pas en mesure d'entendre et n'arrivent pas à se saisir de ce qui est possible. Alors après, là, il y a peut-être des nouvelles idées à avoir. Ouais, justement, Lucille, il y a ce sentiment d'isolement quand on rentre à la maison. En plus, les séjours à la maternité sont de plus en plus courts. Donc, on arrive un petit peu démunis à la maison. Comment on explique ce sentiment d'isolement? Pourquoi on n'arrive pas à... Ben, c'est vrai que l'isolement, il est réel et je pense que c'est une des réponses aussi. Il y a le manque de communication, évidemment, mais quand s'installe la dépression du postpartum, quand s'installe ce petit mal-être, ça va être un des premiers signes. Déjà, se retrouver seul avec son bébé, quand le coparent n'a pas pu tout de suite prendre un congé paternité, ben, c'est assez paradoxal parce qu'on n'est jamais seul, mais on peut se sentir seul parce que le rythme, les besoins d'un nouveau-né, on vous l'avait dit au début, mais ça ne se dit pas assez, hein, c'est quand même extrêmement fatigant, extrêmement prenant. Donc en fait, on n'est jamais seul avec soi-même, on va dire. Donc il y a un petit sentiment de solitude qui peut s'installer. Et puis quand il y a eu des femmes qui ont eu la possibilité que la famille vienne, le coparent prenne ce fameux congé qui s'est allongé, hein, donc ça c'est une bonne chose, mais ça ne couvre pas assez cette période à risque de dépression du postpartum. Et puis quand il y a eu la chance qu'il y ait des sages-femmes à domicile, ben, l'isolement va reprendre une fois que tout ça se termine, parce que 3-4 semaines après, ben, il n'y a plus personne. Et donc là, à nouveau, la maman peut ressentir cet isolement, là pour le coup, réel. Hein, peut-être que le rythme est un peu plus facile parce que la routine s'est installée, mais... Bon, les nuits sont très courtes, vous l'avez dit, du coup la fatigue, le manque de sommeil commence à s'installer, et là, ben, tout devient un peu compliqué parce que sortir, appeler la PMI, chercher sur Internet, bah, c'est des démarches qui vont demander de l'énergie à certaines femmes qui n'en ont plus. Elles n'ont même plus le temps de manger à l'heure où il faut manger, elles n'ont même pas le temps de se doucher. Donc effectivement, sortir à la PMI, même pour un rendez-vous, et je pense qu'elles savent que ça pourrait leur faire du bien, et je pense qu'elles l'ont entendu à un moment donné, mais malheureusement, quand le mal-être s'installe, c'est ce que je disais au début, bah, c'est difficile, même de voir une amie d'ailleurs. Hein. Donc c'est vrai que rompre l'isolement, en plus de la communication, pour moi, ça serait vraiment une des clés. Et ça, c'est pas simple parce que, ben voilà, c'est le cercle vicieux. Hein. Moins on sort, moins on va bien, plus on s'isole. Et donc voilà, c'est vraiment un engrenage. Donc là, c'est le coparent. Voilà, l'idée, c'est de pouvoir amener un petit peu la patiente à sortir de tout ça et à se dire, mais tu te rappelles, la maternité nous avait dit qu'il y avait des PMI. Et puis d'ailleurs, il y a le numéro de la maternité. Donc on va les rappeler parce que je te sens de moins en moins bien. C'est d'essayer de faire sortir aussi la maman qui, elle, pour le coup, toute seule, peut-être, ne peut plus, effectivement, se rappeler à avoir eu accès à ces informations. Je pense à l'importance de préparer ça pendant la grossesse et de prendre un premier contact avec une sage-femme pendant la grossesse, parce que, du coup, envoyer un petit texto, c'est plus simple quand on a déjà connu la sage-femme ou la PMI ou son pédiatre au cours de la grossesse. Comme tu disais, les recherches n'ont pas... Puis c'est quelqu'un qui en a déjà confiance. Exactement, et c'est vrai qu'en ce moment, on pousse beaucoup à l'accompagnement global, c'est-à-dire de trouver un professionnel de santé qui est un peu l'acteur clé pendant la grossesse et qui suit la femme pendant la grossesse et puis après. Donc effectivement, quand les patientes se sentent un peu seules, isolées et moins en forme du fait de la fatigue et de tous ces changements, quand elles ont déjà rencontré ce professionnel de santé en amont, bah, c'est évidemment bien plus simple.
Et les proches aussi, pour éviter cet isolement, ça peut être des petites choses anodines, mais apporter un repas, ça peut être, voilà, essayer d'aider dans l'organisation et dans le concret. Et en fait, après, comme vous dites, c'est un cercle vicieux et on finit par culpabiliser parce que, comme je disais, on est censé être très heureux, mais d'un coup, on est très angoissé. Et donc, cette culpabilité maternelle est commune et comment on peut la dépasser et s'en libérer? C'est difficile parce que la culpabilité fait partie des symptômes de la dépression, de n'importe laquelle d'ailleurs, mais dans la dépression du postpartum, ça va être vraiment aussi un des signes majeurs parce qu'on entend beaucoup des patients nous dire bah, je suis nulle, je ne suis pas à la hauteur, je suis une mauvaise mère. Combien de fois on a entendu ça? Et ça nous prend au trip parce que c'est vrai que elles font ce qu'elles peuvent, mais malheureusement, notre société en général, je pense qu'on a, on a une volonté d'être performante dans notre carrière, dans notre vie de couple. Et pour la première fois, un bébé, ça va être... il n'y a pas de mode d'emploi pour un bébé. Donc, elles vont se dire, mais mince, j'y arrive pas ou j'y arrive pas tout le temps. Et elles vont perdre leur estime d'elles-mêmes petit à petit. Elles vont perdre confiance en elles. Et c'est ça qui va entraîner la culpabilité. Mais la culpabilité va aussi entraîner la honte de ne pas être comme les copines ou comme sur les réseaux sociaux. Il y a quand même les réseaux sociaux, c'est génial parce que ça libère des paroles. Les hashtags, mon postpartum, c'est vraiment super. Mais il y a aussi l'autre pendant où il y a une image idéalisée encore. Donc il faut faire vraiment attention et trier, parce que la culpabilité, on peut entraîner la honte. Et la honte, encore une fois, l'isolement, de ne pas se confronter au jugement des autres. Si je vais aller prendre le café avec la copine, elle va voir que j'arrive pas, selon elle, à calmer son bébé. Donc ça, c'est difficile. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire en fait, qu'on est toutes pareilles, que personne n'a ressenti 100% de bonheur, 100% de repos, c'est impossible. Encore une fois, il n'y a pas de mode d'emploi, donc on va essayer de faire ce qu'on peut. Et déjà, si on se met cet objectif-là, ça sera déjà énorme. Je trouve que ce qui est difficile, c'est qu'on a envie de dire aux mamans, c'est normal, c'est difficile, mais il ne faut pas rentrer non plus dans quelque chose d'anxiogène, parce que parfois sur les réseaux, il y a à la fois en effet ce côté idyllique où on se dit non mais elle arrive à tout faire, son bébé est bien peigné, elle est habillée, sa maison est bien rangée, et de l'autre, c'est l'autre extrême, c'est dur, donc c'est pas évident, je trouve, de sensibiliser c'est ce qu'on essaye de faire. Et c'est ce que tu disais, la communication, oui, c'est important, la prévention précoce, c'est sur ça qu'on travaille, mais comment ne pas trop inquiéter les patientes. Nous, ce qu'on fait en maternité, quand la plupart des patientes nous rencontrent à un moment donné, on se sert beaucoup du baby blues pour rentrer dans les chambres et puis du coup donner ces messages. Mais c'est de dire un peu que la dépression du postpartum, moi je me sers des statistiques, c'est tellement fréquent, c'est vraiment un sujet majeur, c'est tellement fréquent que si on se sent aller moins bien, vous n'êtes pas seul. Bien au contraire, vous faites partie d'une communauté et il existe des structures spécialisées qui ont été pensées pour ce type de trouble. Moi, j'ai fait un diplôme universitaire pour ce type de trouble. C'est bien que ça touche vraiment, on va le dire, au moins 20% des patientes. Les nouvelles études, ça peut être un peu plus d'ailleurs. Donc, il faut vraiment vous dire que c'est tellement fréquent qu'au contraire, on vous informe parce que il faut demander de l'aide. Pour moi, je trouve que c'est plus déculpabilisant qu'anxiogène finalement. Oui, bien sûr. Et justement, vous parlez du baby blues. C'est quoi la différence entre le baby blues et la dépression postpartum? Alors, le baby blues, ça survient vraiment sur le moment du séjour en suite de couche, souvent 24 heures, 48 heures après la naissance. Et c'est un afflux d'émotions. Alors on va passer du rire aux larmes, on va être irritable, un peu anxiogène. Et c'est hyper déroutant pour tout le monde parce que c'est comme si on n'arrivait pas à contrôler ses émotions. Mais c'est très lié à la fatigue, à la chute hormonale et à la prise de conscience au bout de 24 heures que... Et oui, c'est ça, avoir un bébé. C'est pas comme dans les livres. Donc c'est souvent ça. Mais la différence majeure, c'est que c'est transitoire, que ça va disparaître. Alors que la dépression du postpartum, c'est une maladie psychique, c'est vraiment une maladie psychiatrique actée comme telle. Et que quand la dépression du postpartum s'installe, elle ne part pas sans prise en charge psychothérapeutique ou psychiatrique. Le baby blues, lui, normalement, il s'en va. Et s'il s'en va pas ou s'il réapparaît, alors là, ça doit alerter parce que c'est peut-être une porte d'entrée de la dépression du postpartum.
Et donc, quels sont les signes qui peuvent alerter? À quel moment on se dit, oula, là, ça commence à faire... Est-ce que nous, on s'en rend compte ou est-ce que c'est le coparent? Je crois que sur Malo, vous avez développé un questionnaire. Oui. Vous pouvez nous en dire Oui, donc la Malo, en fait, l'idée générale qui guide toutes nos actions, c'est de poser des questions et à l'occasion des réponses qui nous sont faites, on va proposer des conseils et orienter les femmes ou les enfants, s'il s'agit des enfants. Alors, en ce qui concerne la dépression du postpartum, on a un premier questionnaire qui se fait dans les jours qui suivent la naissance, qui interroge le baby blues. Et on a un deuxième questionnaire, là, centré sur la dépression du postpartum, qu'on va proposer à partir de 3 semaines et ensuite toutes les 3 semaines, pour voir un peu comment les symptômes évoluent. Donc ce questionnaire sur la dépression comporte 30 questions qui font un peu le tour de toute la symptomatologie classique de la dépression, donc le sommeil, l'appétit, l'humeur, le niveau d'anxiété, l'éventualité de faire des projets, de trouver du plaisir au quotidien, des soucis centrés sur le bébé, parce que finalement ça tourne autour de ça aussi. Et en fonction des scores obtenus, on va proposer des conseils. Donc du plus simple, solliciter votre conjoint, vos amis, éventuellement votre maman si elle est disponible, voilà, jusqu'au plus complexe qui est de consulter, peut-être parfois en urgence, lorsqu'on a dépisté un trouble qui est vraiment sévère. Voilà, donc ça c'est la technique Malo, on dépiste le plus tôt possible, parce qu'on sait bien que plus on prend en charge un trouble précocement, mieux on va en améliorer le pronostic. Donc cette dépression du postpartum qui s'installe classiquement à partir d'un mois de postpartum, on va démarrer nos questionnaires à 3 semaines et ensuite toutes les 3 semaines. Voilà. Et les femmes, évidemment, ont le choix de répondre à ce questionnaire ou pas. Ça n'est pas obligatoire, bien entendu. Et nous, simplement, on s'empare de ces réponses et on va essayer de l'amener vers le soin ou vers la prise en charge, vers la consultation de psychothérapie, quelles qu'en soient les modalités. Donc concrètement, c'est quoi les signes qui doivent alerter? Bon, alors il y en a de plusieurs ordres. Déjà, effectivement, la tendance à s'isoler et à se refermer sur soi-même. Bon, et souvent le conjoint ou le coparent en est témoin, mais bon, il met du temps lui aussi à se rendre compte. Bon, après, on est triste, on pleure, on est très anxieux, on est mal à l'aise avec le bébé et parfois, justement, lorsqu'on amène le bébé en PMI, par exemple pour une pesée, tout simplement, les observateurs peuvent constater que le bébé n'est pas bien pris par la maman, elle a du mal à le prendre dans ses bras, on voit une sorte de malaise entre le bébé et la maman. Et ça, c'est sérieux parce que dans cette dyade mère-enfant fusionnelle, tout ce qui touche l'un touche l'autre. Donc si la maman ne va pas bien, à un moment donné, ça va retentir sur le bébé qui va aussi somatiser d'une certaine manière le mal-être de sa maman. C'est vrai aussi dans l'autre sens. Donc ces symptômes, alors on l'a dit, la culpabilité, les troubles du sommeil, même quand le bébé commence lui à se régulariser, les troubles de l'appétit, on mange plus ou on mange énormément. Voilà, tout ce qui révèle un mal-être profond de la maman, on va le voir. Et évidemment, une simple consultation chez quelqu'un de formé, un psychothérapeute, un psychiatre, même le généraliste, s'il est à l'écoute, il va le voir. D'accord. Et comment le coparent peut être utile dans tout ça? Alors, la prise de conscience déjà, l'empathie, l'aide très concrète, se lever la nuit parce que là aussi il y a un problème de fatigue qui ajoute au syndrome dépressif, se lever la nuit, faire des choses concrètes, décharger un peu la maman de ses tâches qu'elle a l'habitude de faire, donc les courses, le ménage, éventuellement l'enfant aîné dont il faut aussi s'occuper. Voilà, tout ce qui peut l'aider à assurer le quotidien, c'est une aide tout à fait importante. Et l'empathie, l'amitié, tout ce qui finalement fait le lien, ça va aider, bien sûr. Alors déjà, on rappelle que le congé paternité a été allongé à 28 jours. Donc c'est déjà, je pense, pour un démarrage, que le démarrage compte beaucoup. Oui. Bon, tout peut se rattraper, mais c'est vrai que c'est pas encore suffisant. Enfin,
Qu'est-ce qui... C'est déjà pas mal. Moi, ce que je peux conseiller, c'est quand même de le prendre peut-être dès le démarrage, justement, parce qu'il y a beaucoup de couples, et on l'entend, hein, qui le découpent pour le prendre des congés, par exemple. Sauf que voilà, si la grossesse s'est mal passée, si l'accouchement a été difficile, c'est vrai que ça peut être des facteurs favorisant une dépression, et donc d'être deux au démarrage, même si la maman allait et que du coup le relais est parfois pas si simple à prendre pour le papa, mais quand même, justement, tous les à côté, être présent, disponible psychiquement pour la maman, ça peut déjà changer. Et puis c'est aussi un bouleversement pour le papa. Exactement. Même si physiquement il n'a pas vécu ça, psychologiquement. Exactement. Le coparent, lui, il n'a pas toute la grossesse pour psychiquement se mettre dans ce bain-là, même si pour la maman, c'est quand même un tsunami à la naissance. Mais pour le papa, il y a une différence de temporalité. Et du coup, ils ne se comprennent pas tout à fait sur la grossesse. Il peut y avoir des conflits, des quiproquos, parce que forcément, le père ne va pas vivre du tout la même chose. Hein, donc, ça peut entraîner ces difficultés à communiquer. Et pour que les papas puissent prendre leur place aussi vis-à-vis des mamans, il faut qu'ils soient assurés d'être légitimes dans tout ce suivi de grossesse et dans les soins à apporter à leur bébé, parce que soit parce que les mamans vont isoler leur bébé, soit parce que les papas vont se dire de toute façon c'est plutôt une affaire de femmes. Non, vous êtes tout à fait légitime de prendre votre bébé, de vous en occuper, surtout quand la maman va moins bien. Alors il y a en fait une statistique qui montre que 70 000 pères annuellement sont touchés par une dépression du postpartum aussi. Donc on a chez Malo préparé un questionnaire dédié aux pères. Évidemment, ils ne se sont pas jetés dessus, mais on a quand même pas loin de 200 questionnaires qui montrent qu'en effet, ils ne vont pas forcément très bien dans le postpartum. Et là, c'est encore plus difficile de se l'admettre. Bien sûr. Ouais. C'est un bouleversement pour la mère, le père, mais le couple aussi. La fatigue, le nouvel équilibre à trouver, c'est source parfois de tension. Oui, bien sûr. La place du coparent ne va pas de soi. Il faut se la faire soi-même, la conquérir. Et parfois, c'est vrai que les mères ont du mal à lâcher prise et à déléguer, à se dire que le père, il peut tout aussi bien faire que nous. C'est vrai, il sait parfois, et c'est très intéressant d'ailleurs de voir comment cette coparentalité s'installe dans la réalité, comment se fait la ligne de partage des tâches. Il faut trouver cet équilibre. Dialogue, présence, c'est pour ça que ce congé de paternité, il est important à prendre maintenant, pas dans 6 mois, c'est tout de suite. Pour aussi démarrer ensemble. Exactement, et démarrer ensemble et avancer ensemble. Oui. On va passer à un sujet central, crucial, des premiers mois, voire des premières années, c'est le sommeil. Donc, en effet, vous disiez, un des signes, c'est de ne pas dormir, mais je pense que par définition, quand on a un nouveau-né, on dort peu, de manière hachée. Donc, quel est l'impact déjà du manque de sommeil sur les parents ? On sait très bien le manque de sommeil, mais c'est vrai pour nous tous, indépendamment des enfants. Le manque de sommeil augmente la fatigue psychique, l'anxiété, on voit tout en noir, on est déprimé par le manque de sommeil, déjà. Déprimé, c'est-à-dire on a une baisse de la timide, de l'humeur, tout simplement. Alors quand en plus ça dure, que la fatigue s'installe sur le long terme, ça peut conduire à un épuisement, et certaines femmes ou couples qui ont déjà avant un sommeil qui n'est pas évident, parce que tout le monde n'est pas égal devant le sommeil, eh bien sont plus rapidement touchés. Alors que faire ? Trouver son rythme. Si on peut au début, essayer de dormir en même temps que le bébé. Il a quand même de longues plages de sommeil. Essayer de récupérer, mais c'est pas évident. C'est-à-dire qu'on a envie de se dire, je profite de ce qu'il dort pour faire ce que j'ai à faire. Et dans les premières semaines, c'est plutôt pas ça qu'il faut faire. C'est plutôt essayer de s'installer dans un rythme commun avec le bébé pour essayer soi-même de récupérer. Bon. Et puis après, on espère que l'enfant va lui-même commencer à faire ses nuits. Faire ses nuits, la définition, c'est quand il laisse ses parents dormir en réalité. Faire ses nuits, on sait très bien que physiologiquement, un bébé il va faire des nuits de grand enfant peut-être à partir de 2 ans.
ne pas faire ses nuits à 18 mois, ça reste normal. Bon, alors après, il y a des tas de trucs et astuces pour aider le bébé à dormir, à faire des siestes suffisantes. Et on a chez Malo des conseillères en sommeil de l'enfant, c'est un vrai métier, qui vont accompagner les parents pour justement les aider à ce que l'enfant dorme mieux, ait moins de mal à s'endormir et fasse ses siestes. Et finalement, dans la régularité, les choses vont s'installer et on va pouvoir récupérer son sommeil. Mais c'est vrai que c'est un sujet tout à fait central, vous l'avez dit, sur la parentalité et la façon dont on va réussir à être bien, quoi. Donc la priorité, c'est le repos. C'est ce que vous dites aux jeunes mamans quand vous allez les voir après les naissances. Effectivement, comme disait Agnès, c'est compliqué de trouver ce rythme avec ce nouveau bébé. Et en effet, je pense que de prendre le même rythme que l'enfant, c'est salvateur pour les parents, mais dans la réalité, c'est pas si simple. Mais il faut se dire, tant pis si la maison n'est pas bien rangée, tant pis si la vaisselle n'est pas faite. Exactement, et puis faire appel à de l'aide extérieure. Les familles sont souvent assez disponibles, et puis quand bien même c'est pas parfait, c'est pas la priorité du moment. Bien sûr. Il y a un autre sujet, vous parliez de l'alimentation, on finit, parce qu'on n'est plus réglé, on n'est plus petit déjeuner, déjeuner, on vit au rythme de l'enfant. Et est-ce que l'alimentation peut avoir un impact sur le postpartum ? Bon, alors déjà, si la maman allaite, évidemment, là, il y a des suggestions, évidemment, réduire le café, attention à l'alcool, boire à satiété, mais ça, l'Internet, c'est plein, et puis les sages-femmes qui vont à la maison et qui suivent cet allaitement, bon, c'est des choses qui sont bien connues, bien balisées, bon. Après, pour soi-même, bon, c'est vrai que accoucher, se retrouver après, avec le corps qu'on a après la naissance, là aussi, il y a un vrai sujet, c'est douloureux pour beaucoup de femmes qui, bon, ont souffrent de voir que elles sont plus comme avant. C'est ça, on enfonce des portes ouvertes, mais malgré tout, dans la réalité, c'est quand même une confrontation très difficile. Et on dit quand même aussi que ce que le corps a mis 9 mois à faire, eh bien, va falloir 9 mois pour le défaire. Donc, pas de brutalité avec les régimes pour vite reprendre son poids d'avant. D'abord, c'est un leurre. On ne retrouvera jamais ses formes d'avant. Le sport, on ne le reprend pas tout de suite. On commence par la rééducation du périnée, très important pour l'avenir même lointain. C'est vrai qu'on aimerait beaucoup pouvoir sortir de la matière avec le 38 qu'on mettait avant d'être enceinte, mais non, c'est pas la vérité ça. Il faut accepter que le corps a pris ses aises pendant la grossesse, que l'accouchement c'est une violence extrême pour le corps. Il va falloir prendre le temps de se rétablir, de retrouver une alimentation régulière, ça se fait pas tout de suite, surtout si on allaite. Donc pas de brutalité avec le corps. Il faut essayer d'être indulgent, ami, et d'y aller gentiment pour retrouver progressivement son poids et sa forme d'avant. Bon, c'est pas un enjeu, c'est un enjeu dans le secret de soi-même, mais il ne faut pas en faire une bataille, pas tout de suite en tout cas. Il faut être gentil avec soi-même. Il faut être gentil, ouais. Pas avoir trop d'attentes. C'est déjà rien que d'être à l'aise avec son bébé, c'est le seul objectif peut-être des premières semaines, c'est déjà énorme. C'est déjà énorme, c'est vrai. Puis c'est vrai qu'il y a ce côté où pendant la grossesse on est très choyé, tout le monde dit t'es belle, épanouie, et d'un coup après tout le monde ne s'intéresse plus qu'au bébé, on n'existe plus, on se trouve juste... voilà, mais bon, il faut laisser le temps au temps. Un autre sujet central, c'est l'allaitement. La mise en route, elle est souvent difficile et ça aussi, on n'était pas forcément préparé. Alors, il y a des cours en effet de préparation, mais on a l'impression aussi cette image de on va accoucher, on va mettre le bébé au sein et ça va être formidable, on va le nourrir et tout va bien se passer, mais en pratique, c'est pas forcément ça. Et là aussi, c'est un mélange de culpabilité, d'injonction, il faut allaiter. Il y en a d'autres qui nous disent mais pourquoi t'allaites, pourquoi tu insistes alors que c'est compliqué. Donc c'est un cocktail qui peut faire abandonner l'allaitement et aussi faire souffrir la maman. Est-ce qu'on est assez accompagné en France sur le sujet ? Donc effectivement, c'est un enjeu important pour les équipes de maternité de mettre en place l'allaitement avant le départ, pour les mamans qui souhaitent allaiter. C'est pas simple l'allaitement, on peut s'y préparer pendant la grossesse avec les cours de préparation à la naissance,
ou en se documentant soi-même. Il y a plein de sites, de livres qui existent sur l'allaitement. Et encore, je trouve qu'il ne faut pas non plus en faire toute une montagne. C'est surtout quand on aura son bébé dans les bras qu'on s'y mettra vraiment et que les professionnels de santé sont là pour accompagner les femmes. Mais effectivement, je pense que vraiment ce qui est important, c'est de se faire accompagner les premiers jours, mais avec les séjours de maternité qui se réduisent considérablement, les patientes partent à la maison, parfois même avant la montée de lait, qui a lieu environ 3 jours après la naissance. Et puis c'est vrai qu'il y a des maternités qui renvoient les femmes à la maison 24 heures ou 48 heures après la naissance, donc elles se retrouvent seules à la maison avec cette montée de lait qui n'est pas toujours simple à gérer. Donc effectivement, on compte beaucoup sur le relais des sages-femmes qui se déplacent à la maison ou des PMI, mais c'est pas toujours facile Enfin, on passe une consultation à domicile, c'est 1 heure, dans le meilleur des cas 1h30, mais on n'est pas là toute la journée avec la femme. Donc est-ce qu'on est bien accompagné? Je pense qu'à la maternité, tout le monde se donne pour accompagner ces femmes, mais avec ces séjours raccourcis, c'est pas simple. Et puis effectivement, après, l'enjeu, c'est à la maison, mais avec des consultations qui sont peu fréquentes et puis assez courtes. Donc on ne passe pas la journée entière avec la femme. Donc peut-être qu'on peut s'améliorer sur l'allaitement. Il y a quand même beaucoup d'associations qui existent. Effectivement, Malo, avec ses conseils en ligne, alors ça ne remplacera jamais évidemment quelqu'un qui est aux côtés de la femme pour l'aider à positionner son bébé ou lui donner des conseils presque techniques au moment de la mise au sein. Malgré tout, ça peut être d'un bon soutien pour les femmes. Et puis, voilà, je pense qu'il faut aussi se faire confiance. Il y a plein de civilisations pour lesquelles c'est plus simple d'allaiter que chez nous en France. Donc peut-être qu'on a tendance aussi à se mettre une pression trop importante. Et puis on a un congé maternité pour les premiers et deuxièmes enfants. Postpartum, c'est 10 semaines. Les femmes sont assez tentées de reprendre le boulot rapidement, ce qui n'est pas non plus... voilà. Oui, parce que le temps que ça se mette en route, il faudrait presque arrêter. Effectivement, ouais, c'est un peu ça. C'est vrai que c'est un peu exagéré, mais... Ces congés de maternité sont courts. Hein. Nos voisins anglais peuvent avoir jusqu'à 52 semaines de congé maternité. En France, on a 10 semaines pour les premiers et deuxièmes enfants, 18 semaines après pour les suivants, ce qui est déjà un peu mieux. Donc, c'est pas toujours simple, effectivement, pour l'allaitement. Combien de temps il faut à peu près pour que ça se mette en route, que les femmes se disent pas, pour moi c'est difficile, mais c'est normal que ce soit difficile. Alors les 10 premiers jours sont pas simples, parce que globalement au début on est avec un bébé qui est tout petit, on n'est pas encore très à l'aise dans la manipulation, enfin dans le fait de tenir son enfant dans les bras. Ensuite, c'est un bébé qui dort beaucoup, donc il faut stimuler pour le faire manger, donc c'est pas simple au départ. Les positions sont pas évidentes à prendre. Ensuite, le 3e jour arrive la montée de lait qui peut durer 2-3 jours. Donc on arrive rapidement à 1 semaine, et puis après avec la fatigue, le baby blues qui intervient à peu près au même moment, le retour à la maison. Voilà, globalement la première semaine n'est pas évidente, jusqu'à 10 jours même je dirais. Et puis une fois qu'on a passé ce cap, et que le rythme est pris, que la maman est plus à l'aise avec son bébé, que le bébé est plus à l'aise aussi dans les mises au sein, c'est gagné. D'accord, c'est important. Oui, parce qu'il faut aussi rappeler le positif, et après, c'est quand c'est mis en route, tout se passe bien et c'est bien sûr, bénéfique. Et puis on a toujours la possibilité de consulter des conseillères en lactation. Enfin voilà, il y a encore des aides qui existent. Encore faut-il savoir qu'elles existent et puis savoir y faire appel. Et effectivement, si on est en plein baby blues ou dans un moment où on dort moins, on est fatigué, on est peut-être moins apte à prendre ces contacts. Donc voilà, mais en tout cas, ça peut évidemment bien se passer. Encore hier, à la maternité, on avait une patiente qui a allaité son enfant aîné et qui venait d'accoucher. Donc elle avait un allaitement long de 18 mois pour l'aîné. Donc ça peut très bien marcher, heureusement. Comment on peut les aider à se libérer de ces injonctions? Parce qu'il y a soi-même ces bouleversements dont on a parlé, mais il y a aussi la société. Et la société, je pense que ça va mettre du temps parce que c'est un sujet sacré encore, la maternité, ce bonheur absolu, alors que les professionnels de santé, on sait toutes que c'est difficile, sauf qu'une maman qui va se dire que c'est difficile, elle va se dire « Oh, je suis pas normale, je culpabilise, encore une fois, je suis inquiète parce que je pense comme ça. » Mais non, c'est très logique que ce soit pas si simple, mais tout passe. Voilà, ça va passer si vous
lâcher un peu de pression, mais c'est vraiment pas facile parce que c'est pas encore le message véhiculé par la société. Mais la libération quand même de la parole des femmes, les podcasts, tous ces réseaux sociaux, je trouve qu'il y a un mieux, là pour le coup. Moi j'ai des patientes qui viennent désormais me voir, c'était pas le cas quand j'ai commencé en maternité, mais qui viennent me voir en me disant je viens vous voir parce que ça va bien là, mais j'ai pas envie de faire une dépression du postpartum. Donc, qu'est-ce que je peux faire en amont? J'ai peur du baby blues, etc. Et donc, on va parler de ça. On va pas se voir beaucoup, mais on va parler de ça. Et ça, c'est, je trouve, bon signe quand même. Juste de faire des petites consultations comme ça de prévention. Parce que, voilà, le suivi en maternité, voilà, il y a des visites obligatoires. Rencontrer la psychologue, c'est bien sûr pas obligatoire, mais il y a des psychologues généralement dans toutes les maternités parce qu'on sait que ces sujets de psychiatrie périnatale sont vraiment des sujets réels et que la dépression est la complication la plus fréquente de la grossesse. Ça, on ne le sait pas forcément. Ben, je vous remercie beaucoup. Donc, je pense qu'on a fait un bon tour du postpartum et de l'accompagnement sur différents sujets. Donc, voilà, rappelez qu'il ne faut pas hésiter à se faire aider, à demander de l'aide, parce qu'elle existe finalement, c'est ce qu'on a pu voir. Donc, j'espère que nos conseils ont pu vous aider et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Merci Claire.